Bonjour Monsieur de Calataï. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit vraiment idyllique pour faire ce genre de petite interview. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer d'où vous venez, quel a été votre parcours dans l'économie, etc. Ah ben, bien volontiers. Moi, donc, j'ai 63 ans, je suis marié, père de 3 enfants et grand-père de multiples fois, et c'est un vrai bonheur. Je suis économiste de formation, j'étudie à Namur tout en étant en fait originaire de Bruxelles. Et puis j'ai poursuivi en Angleterre. J'ai travaillé d'abord dans le secteur, on va dire, parapublic, avant de travailler dans le secteur privé, où j'ai travaillé à la Banque nationale, au service d'études. Et puis je suis, avec mon épouse, on est parti et la famille aux États-Unis pendant 4 ans au Fonds monétaire international. Et puis de là, on est revenu et j'ai été travailler pour Jean-Luc Dehaene, qui était le Premier ministre à l'époque, comme chef de cabinet adjoint. Et puis là, j'ai fait, entre guillemets, un grand saut, dira-t-on, mais qui pour moi, mentalement, n'était pas un si grand saut que ça. C'est de devenir l'économiste d'une banque qui s'appelle la Banque de Grove, qui est une banque de Nice. C'est une banque qui gère le patrimoine des personnes qui ont ce patrimoine ou d'institutions, d'organisations qui ont de l'argent à gérer. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années avant, avec d'autres ex-collègues de Grove, créer notre propre société. On fait le même métier de private banking, de gestion de patrimoine, avec une tonalité exclusivement durable, soutenable. Et ça marche bien. Et on en a bien besoin dans les temps qui courent. À côté de ça, je donne cours et je suis aussi administrateur des petits riens. Wow, très impressionnant. Donc aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous parler de quelques sujets. Donc je vais commencer par l'Europe en général. J'ai une ou deux petites questions pour vous. Est-ce que l'Europe est vraiment une puissance économique? L'Europe est une puissance économique quand on regarde la somme de la valeur ajoutée créée dans l'ensemble des pays de l'Europe, même si on se limite à la seule zone euro, et plus encore si on tient compte de l'ensemble de l'Union européenne, et plus encore si on assimile à l'Union européenne des pays comme la Grande-Bretagne ou la Suisse, qui sans en faire partie sont quand même pas très très loin. Eh bien oui, bien sûr que c'est une réelle puissance économique, certes en termes relatifs moins importante que ce qu'elle n'a pu être il y a 40 ou 50 ans, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Tant mieux si les autres qui étaient pauvres sont moins pauvres. Donc l'Europe est encore aujourd'hui une puissance économique, mais c'est une puissance qui, à la différence des États-Unis, ne sont pas des États unis. Ce sont des États partiellement unis ou mal unis. Alors, d'après vous, est-ce que l'Europe peut encore défendre le libre-échange dans le monde actuel? Alors oui, l'Europe peut certainement être une voie pour le libre-échange, mais je le dirais avec des bémols. D'abord, quel libre-échange? Il faut promouvoir un libre-échange qui est tel que les gains de ce libre-échange soient équitablement répartis. Ça, c'est un gros défaut du libre-échange comme on l'a connu ces dernières décennies. Oui, le libre-échange a fait grandir la taille du gâteau économique, mais malheureusement, on n'a pas eu l'intelligence de faire en sorte que chacun allait recevoir un plus grand morceau. Normalement, quand le gâteau grandit, c'est facile, on donne un peu plus à tout le monde. Et bien ici, non seulement il y a des personnes qui n'ont pas reçu plus, alors que leurs voisins recevaient plus, mais il y a des gens qui ont reçu moins qu'avant. Alors, qui rouspètent, c'est tout à fait légitime, c'est compréhensible. L'ouvrier qui était dans l'assemblage automobile à Detroit ou à Vilvoorde, qui a perdu son boulot, peut-être qu'il a retrouvé un autre boulot, mais moins bien rémunéré, moins bien considéré socialement, que sais-je, et qui se sent moins bien qu'il n'était avant. D'où cette nostalgie que Donald Trump s'évertue à cultiver. Et donc il y a eu des perdants, nous ne l'avons pas reconnu, donc on a fait une mauvaise globalisation. On a aussi fait une globalisation qui ne s'est pas trop préoccupée de l'environnement. Et donc ça, c'est une autre dimension. Donc moi, je suis un grand adepte du libre-échange, mais bien entendu avec des clauses sociales et environnementales extrêmement fortes. L'Europe pourrait être cette voie du libre-échange intelligent, du libre-échange où tout le monde gagne, du libre-échange où on se préoccupe d'environnement, mais à dire vrai, elle ne l'a pas été. On le voit encore aujourd'hui dans les débats sur le Mercosur. On y aurait intérêt pour nos voitures, mais qu'en est-il de la nourriture que l'on importerait de ces pays et qui pourrait être produite selon des normes qui ne nous satisferaient pas tout à fait? Maintenant, on va passer sur un autre sujet. On va parler donc du libre-échange et du protectionnisme. Donc, est-ce que le libre-échange est encore une bonne chose au jour d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, le libre-échange ne répond plus aux aspirations d'une bonne partie de la population, du moins telle qu'elle l'exprime. Je pense que la population est très contente de trouver des
des articles textiles bon marché et des jouets bon marché. J'ai des problèmes par rapport à ces articles textiles bon marché qui sont souvent produits dans de mauvaises conditions, qui sont polluants, etc. etc. J'ai les mêmes problèmes avec des jouets en plastique que l'on surconsomme et qu'on ne sait pas recycler. Mais en attendant, une bonne partie de la population souhaite avoir ce pouvoir d'achat. Et si demain on lui dit les seuls vêtements que tu peux acheter, c'est des vêtements fabriqués ici, et les seuls jouets que tu peux acheter, c'est des beaux jouets en bois venant du Jura, ce sera plus joli, ce sera mieux pour la planète, mais elle en achètera beaucoup moins. Et comme il y a un conditionnement consumériste ou une volonté de consommer, c'est pas nécessairement à moi de juger, eh bien la population, dans une bonne partie, ne serait pas contente. Donc il y a aujourd'hui des manifestations, et on le voit, Trump a très fort cultivé ça, contre ce commerce avec la Chine perçu comme injuste. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des citoyens, quand ils sont consommateurs, soient pleinement cohérents et se comportent comme consommateurs comme ils se comportent comme électeurs. Comme électeurs, ils se disent contraires ou opposés au libre-échange, mais comme consommateurs, ils aiment bien commander des crasses chez Shein. Alors, deuxième question par rapport à ça. Pourquoi autant de pays veulent maintenant protéger leur économie ? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problèmes sociaux et environnementaux posés par ce libre-échange. J'aimerais que la dimension environnementale soit davantage présente, mais je crois que les éléments sociaux parlent plus et qu'il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que du fait de ce libre-échange, leur pouvoir d'achat diminue. Leur pouvoir d'achat ou bien en termes relatifs ou bien en termes absolus. Les humains sont des êtres de comparaison. Si au lieu de gagner 2005, je vous propose de gagner 2006, vous allez être content. Mais si les autres gagnaient 2004 et maintenant gagnent 2008, vous auriez beau vous passer de 2005 à 2006, vous serez peut-être pas si content que ça. Donc il faut toujours prendre en considération dans des évolutions économiques la dimension absolue. Je passe de 2005 à 2006, mais aussi la dimension relative. Je n'étais pas le dernier de la classe, je viens le dernier de la classe. Ce n'est jamais facile d'être le dernier de la classe. Donc voilà, ça, ce sont des évolutions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Alors maintenant, un troisième point, on va parler un peu de l'intelligence artificielle. Donc d'après vous, est-ce que l'IA va surtout créer des opportunités ou plutôt des problèmes ? Alors, qui suis-je pour répondre ? On en sait en fait encore très très peu aujourd'hui sur les effets de l'intelligence artificielle. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui se disent qu'elles vont devoir investir, et il y a des très grosses entreprises qui investissent énormément. Et donc l'activité économique aujourd'hui, surtout aux États-Unis, est largement soutenue par ces dépenses d'investissement faites par les géants de la technologie. Donc à aujourd'hui, ça on l'observe. Est-ce que ça va bouleverser l'économie au travers de gains de productivité, que ça va permettre de faire plus avec moins de travail homme ? C'est une possibilité. Dans le passé, il faut être prudent. Nous avons souvent eu des espérances grandes par rapport à certaines technologies et ce n'a pas été concrétisé. Regardez, il y a une vieille phrase d'un économiste qui s'appelle Robert Solow, mais on remonte à 1987, qui avait dit « On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité ». Donc, vous savez, aujourd'hui, l'email, on aurait pu considérer que l'email allait nous rendre beaucoup plus productifs. L'email est vraisemblablement aujourd'hui davantage une source de distraction. Trop de gens lisent trop d'emails qu'ils n'auraient à lire, et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez passer votre temps à faire des petits films marrants pour épater vos copains sur les réseaux sociaux ou pas, quoi. Donc aujourd'hui, les économistes sont très prudents. On ne sait pas ce qu'il en serait. Potentiellement, c'est gigantesque. Est-ce que ça va se concrétiser ? Nous ne savons pas. Pour des raisons de technologie, de rentabilité. C'est pas dit. Il y a une étude du MIT qui montrait que c'était pas du tout évident que tous ces investissements allaient être rentables. Donc il y a ces questions-là. Il y a aussi des questions environnementales. Est-ce qu'on aura l'électricité nécessaire pour faire tourner les data centers qui feront nécessaire pour ? Donc on a ce genre de problème-là. Il pourrait y avoir aussi des problèmes de doute dans la population par rapport à ce qu'on appelle les hallucinations de la technologie qui vient vous inventer des trucs. Donc peut-être qu'on va se dire mais finalement c'est mieux. La vidéo d'Emmanuel Macron en France, tout ce qui s'est passé. Exactement. Donc tout ça, c'est des questions de type économique qu'il faut se poser, mais à côté de ça, il y a toutes des questions éthiques. J'ai pas, moi, de problème de peur trop forte en termes de chômage. Okay. De tout temps, là, on a eu peur que la machine remplace l'homme. Il y a eu des manifestations quand on a installé les premiers métiers à tisser, que ce soit à Lyon ou en Angleterre. Et donc, on sait qu'il y a une réticence à la technologie, mais regardez, l'économie sait s'adapter. Il y a un siècle, quel était le pourcentage de la population qui travaillait dans le monde agricole ? Aujourd'hui, on en est à moins de 2%. Donc, il y a, en plus,
plus avec la dénatalité, la contraction de la population active, avec peut-être une plus grande préférence pour du temps de non-travail. On sera bien content d'avoir de l'intelligence artificielle et, entre guillemets, d'enfin pouvoir un peu plus profiter de la vie. Mais à côté de cela, il y a toutes les considérations éthiques, des considérations démocratiques qui, là, me posent problème. Nous l'avons vu déjà avec Cambridge Analytica qui peut manipuler la manière dont les gens vont voter. Hein. Vous avez envie d'entendre ceci, je vais vous dire que je suis pour ça. Vous avez envie d'entendre exactement l'opposé, je vais vous dire exactement l'opposé. Et je tiendrai des discours différents en fonction de mon auditoire parce que j'aurais remarqué que vous avez une préférence pour ceci et vous une préférence pour l'opposé. Donc il y a des problèmes de démocratie, il y a des problèmes vraiment de garde-fous par rapport à des dérives et à l'utilisation que des régimes à tendance autoritaire pourraient faire de l'intelligence artificielle. Alors, comme on a pu voir, l'Europe est vachement en retard comparé aux États-Unis ou à la Chine par rapport à justement l'IA. Est-ce que vous pensez que ça va poser un problème d'égalité ou des choses comme ça ? L'Europe est fort en retard en matière d'intelligence artificielle. En fait, il y a un pays qui est fort en avance en matière d'intelligence artificielle, ce sont les États-Unis. Même la Chine, quand on regarde les montants investis, c'est une toute petite fraction de ce que les entreprises américaines y investissent. Est-ce que c'est un problème ? Oui, potentiellement. Est-ce que c'est irrémédiable ? Non. Nous avons la jeunesse qu'il faut, nous avons les universités qu'il faut, nous avons la possibilité de développer cela. Donc je ne pense pas qu'il faille faire un trait sur l'Europe en disant que l'Europe est condamnée à être le musée du monde, où on n'aura plus que quelques musées avec quelques beaux tableaux à montrer au reste du monde. Non, mais c'est sûr que nous n'avons pas pris ce train-là en marche, mais la technologie peut se diffuser rapidement. Vous auriez pu dire, c'est les pays qui n'avaient pas adopté les chemins de fer allaient être irrémédiablement en retard. Non, alors c'est mieux de ne pas être le dernier, mais vous pouvez adopter une technologie après quelques années. La technologie, il faut voir comment elle va se diffuser, et il faut de la résilience en Europe, il faut de la robustesse, il ne faut pas être tributaire exclusivement de ce qui se passe à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, à Taïwan ou ailleurs. Mais non, il ne faut pas tirer un trait sur l'Europe. Moi, maintenant, j'aimerais vous parler des États-Unis. Est-ce que pour vous, Trump, c'est juste une parenthèse ou c'est un réel changement définitif aux États-Unis ? Que j'aimerais que ce soit une parenthèse, mais je pense que c'est le reflet d'une aspiration de la population. En fait, plus même qu'une aspiration, c'est le reflet d'un malaise de la population. Alors, il y a bien sûr les excès absolument inacceptables du personnage, mais je crois qu'il est plus intéressant socialement de s'interroger qu'est-ce qui peut amener quelqu'un et quelqu'une à vouloir avoir envie de voter Trump. Et il faut être très mal dans sa vie, dans sa peau, pour avoir envie de Trump. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'une femme peut avoir envie de voter Trump ? Comment est-ce qu'un ouvrier peut avoir envie de voter pour un gars qui est quand même à des années-lumière ? C'est un fils à papa qui passe son temps à jouer au golf. Je pense que si j'étais ouvrier avec des fins de mois difficiles, je ne me reconnaîtrais pas dans Trump. Et pourtant, il en est qui ont voté Trump. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des explications à la fois économiques et culturelles qu'il faut mettre en avant. C'est étudié notamment par des économistes, mais dans des groupes autres, Cohen, Algan et d'autres, on se sont penchés sur le vote populiste. Et je crois que c'est extrêmement intéressant. Il ne faut pas faire comme Madame Hillary Clinton qui avait insulté les électeurs de Trump. Il ne faut pas les traiter de cons, il faut les traiter de malheureux. Et voir, mais pourquoi est-ce que vous êtes malheureux ? Et pourquoi est-ce qu'en fait, ils sont malheureux dans leur vie aujourd'hui, l'avenir leur fait peur, et donc ils aiment bien quelqu'un qui va leur parler du bon vieux temps. Et c'est tout à fait frappant. Pourquoi est-ce que Trump a comme slogan MAGA ? Parce que ce qui est pour moi le plus important pour comprendre MAGA, c'est le deuxième A, again. Pourquoi est-ce qu'il doit mettre again ? On s'en fout du passé. On a envie de vivre dans un pays qui est grand. Mais pourquoi est-ce qu'il faut retrouver la grandeur ? Pourquoi est-ce qu'au moment du Brexit, les opposants, les partisans du Brexit avaient dit qu'il faut take back control ? Reprendre le contrôle. On s'en fout. Il faut prendre le contrôle. Ils sont en contrôle de sa vie. Non. On joue sur une corde sensible des gens. On va reprendre comme si on l'avait eu. On va retourner à un temps glorieux où on avait le contrôle. On va retourner à un temps glorieux où l'Amérique était grande. Et donc, en fait, c'est des gens, ils n'aiment pas le présent, ils ont peur de l'avenir, et donc on va leur dire, écoutez, c'est facile, on invente la machine à remonter le temps, et on revient là où on en était. Ce qui est évidemment la plus grande désillusion. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre acte du fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens
gens qui sont mal dans leur peau, dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle, pour des raisons à la fois économiques et culturelles. Dans les régions culturelles, par exemple, il y a un phénomène tout à fait frappant, il y a la dimension religieuse, mais je ne crois pas qu'il faille trop la mettre en avant. Je pense qu'il y a la dimension sur l'évolution des minorités sexuelles, etc. Je crois qu'il ne faut absolument pas survendre ça. Je pense que, par exemple, beaucoup de gens ont du mal avec l'évolution de la relation d'autorité entre parents et enfants, pour dire... et donc, tout ça, ça a été documenté. Donc, il y a une dimension culturelle qui est à mettre en avant. Et à côté, il y a une dimension économique. Des gens qui pensaient... ou bien dont l'enfantement était moins difficile avant, et il y en a pour qui c'était pas difficile avant et maintenant c'est difficile, mais surtout il y avait des gens c'était difficile mais on espérait que ça allait s'améliorer. Et ce qui s'est évanoui, c'est l'espérance que dans 5 ans, dans 10 ans, et pour mes enfants, leur niveau de vie allait être plus élevé. Et ça c'est tout à fait bien documenté aussi. Donc aujourd'hui, en fait, pour beaucoup de gens, dans 5 ans, dans 10 ans, ça n'ira pas mieux. Et pour leurs enfants, ce sera plus difficile, que ce soit en termes de marché du travail, ces inquiétudes sur l'intelligence artificielle, c'est en termes de qui va payer ma pension plus tard, en lien avec les interrogations sur les finances publiques, c'est des interrogations sur l'environnement éventuellement. Donc c'est ces questions-là qui interpellent les gens et qui les amènent à vouloir voter pour Trump. Et donc je pense que quand bien même Trump viendrait demain à décéder pour une raison, on n'a jamais souhaité le malheur d'un autre, mais donc je ne crois pas que le malaise disparaîtrait. Regardez comment on a voté au Chili, regardez la Hongrie, regardez le succès de l'AfD en Allemagne, regardez ce qui se passe en France. Donc en fait non, ce n'est pas propre à Trump. Ok, merci. Et justement, pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de ce que Trump fait par rapport à l'écologie aux États-Unis ? Le plus grand mal. Et je pense à 2 égards. D'une part, sur le plan éthique, nous nous devons d'agir en matière environnementale en termes de solidarité intergénérationnelle. Nous empruntons la terre à nos enfants, c'est la vieille sagesse indienne, c'est en fait tout à fait correct. Et nous n'avons pas le droit moral de faire de tels dégâts à la nature, et nous ne pouvons pas faire un pari sur les solutions technologiques qui arriveraient. La technologie pourrait éventuellement résoudre un certain nombre de nos difficultés, mais pas tout. On pourrait espérer pouvoir aller sur Mars, on pourrait espérer pouvoir capter le CO2, on pourrait espérer mais c'est un mauvais pari. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ce pari. Il est non éthique de faire ce pari. On a un principe de précaution à avoir. Et ce pari-là, j'aime toujours dire la phrase de Paric qui disait en fait, le parent à qui l'adolescent vient dire « Papa, maman, j'ai une bonne nouvelle, j'ai commencé à fumer », le parent répondrait « Oh, c'est pas grave, d'ici 10 ans, on aura trouvé le remède au cancer du poumon ». Ben, bien sûr que non, on ne va pas faire ce pari-là. Et ben, le parent ne fait pas ce pari-là, et bien que le citoyen ne fasse pas ce pari-là par rapport à la planète. Mais quand bien même on laisserait ces considérations éthiques, pour moi sont prioritaires, de côté, eh bien il y a l'argument économique. C'est débile d'un point de vue économique d'ignorer l'environnement. Et donc il faut vraiment se préoccuper. Il y a une autre phrase, c'est d'un scientifique et qui disait dans écologique, il y a logique. Et donc en fait, l'économie n'est pas opposée à l'écologie, au contraire. Ce que encore récemment le Fonds monétaire montrait, ce que l'on sait depuis le rapport Stern en 2006, c'est qu'en fait le plus bête, c'est de ne pas agir pour l'environnement. C'est de continuer comme nous continuons. Ça, on est sûr qu'en fait, il va y avoir une contraction du potentiel productif de nos économies. Ok. Ensuite, j'aimerais vous poser la question de est-ce que vous pensez que le libre-échange est encore possible avec les États-Unis ou qu'ils y pensent toujours ? Alors, je pense que le libre-échange reste possible et je pense que ça reste une bonne idée. Plutôt que de chacun vouloir faire réinventer la roue dans son coin, il faut souhaiter des échanges, c'est stimulant. Il faut souhaiter de la concurrence. Il ne faut pas essayer d'avoir chacun mon entreprise à moi, qui est mon champion national à moi, et ce serait idiot. Donc il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Vous imaginez chaque pays qui voudrait avoir sa fabrication de tous les médicaments sur soi, enfin, le gaspillage, les coûts, l'impact négatif sur la santé dans ce petit exemple-là. Donc non, tant mieux si on peut bénéficier des médicaments mis au point dans un autre pays, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc bien sûr qu'on va être partisan du libre-échange, mais ça devrait être un libre-échange qui se préoccupera davantage de considérations politiques, c'est-à-dire ne pas être tributaire du robinet que ouvre ou ferme celui qui pourrait décider « tu ne me plais plus, donc je ferme le robinet ». Donc il y a une dimension
politique, il y a une dimension environnementale et sociale qu'on a déjà évoquée. Donc il faut cultiver la résilience, il faut de l'échange, mais en même temps de la robustesse. Il ne faudrait pas avoir ce qu'on a comme globalisation aujourd'hui, qui est une globalisation avec une segmentation très forte de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, et où en fait il y a un champion mondial qui est le meilleur pour faire, je sais pas moi, le semi-conducteur de TSMC à Taïwan. Et on est tous allés s'approvisionner à Taïwan, et c'est logique. Individuellement, si à Taïwan on fait les meilleurs, pourquoi est-ce que vous iriez choisir un produit qui est moins bon et qui vous coûte plus cher? L'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C vont s'approvisionner là, mais donc puisque tout le monde s'approvisionne là, demain il y a un problème avec cette usine, elle explose, il y a un nuage de poussière dessus, il y a un blocus économique qui entoure Taïwan, que sais-je, on serait bien embêté. Donc il faut continuer à parler de la globalisation, mais dans un sens qui est un sens plus robuste. Ok. Maintenant, on en a terminé avec les États-Unis et Trump. J'aimerais vous parler des théories économiques. Est-ce que vous pensez que les théories économiques expliquent encore le monde d'aujourd'hui? Alors, le but des théories économiques, c'est pas d'abord d'expliquer le monde. En fait, la théorie, elle va plutôt simplifier le monde pour pouvoir avoir une capacité à agir sur le monde. Mais j'adore le propos d'un excellent macroéconomiste américain du MIT, Danny Roderick, qui dit en fait les manuels d'économie, ça devrait se résumer à même pas un gros bouquin, même pas un chapitre, même pas une page, même pas un paragraphe, même pas une phrase. Enfin oui, une phrase, mais une phrase de 2 mots. It depends. Ça dépend. Donc ça veut dire, est-ce qu'il n'y a plus de théorie? Ben non, il y a quand même de la théorie. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup parlé dans notre échange du commerce international, on se base sur Ricardo, qui au 19e siècle a dit, mais en fait, c'est a priori dingue, quoi. C'est contre-intuitif. Vous êtes 2. Il y en a un qui est nul dans tout et il y en a un autre qui est très bon dans tout. Eh bien, le très bon dans tout, il a intérêt à faire du business avec le nul dans tout. Vous imaginez, a priori, on va penser, non, le très bon dans tout, qu'est-ce qu'il va gagner à faire du commerce avec le nul dans tout? Il suffit qu'il fasse du commerce dans ce dans quoi il excelle moins. Parce qu'en faisant du business dans ce dans quoi il excelle moins, il va dégager du temps pour ce dans quoi il excelle encore plus. Et en fait, on va montrer qu'il va y avoir moyen de faire en sorte que le gâteau grandisse de ce fait-là. C'est tout à fait contre-intuitif. Et donc ça, c'est génial. Une théorie qui vient avec un truc contre-intuitif, ça, c'est une théorie qui vient conforter ce qu'on pensait. Oui, c'est sympathique, mais c'est chouette. Ici, la théorie qui vient dire, non. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Les migrations. Les modèles économiques montrent que le pays d'accueil gagne aux migrations. La population, elle n'aime pas les migrants. Il faut observer les faits. Elle vote comme si elle envoyait le message, elle n'aime pas les migrants. Or, la théorie économique vient lui dire, mais vous êtes bête. Vous avez tout à gagner à avoir des migrants. Et donc l'économie a cette vertu. Donc, en même temps, il y a des débats. Tous les économistes ne sont pas d'accord sur tout. Il y a des économistes qui étaient pour une globalisation très déréglementée, d'autres qui étaient contre, d'autres qui étaient OK pour de la globalisation, mais avec des garde-fous. Donc, il y a... Et les choses changent, et c'est très bien que ça change. Vous savez, si une théorie n'était pas un jour contestée et un jour elle ne serait pas fausse, fermons nos universités. Les universités, c'est des lieux de recherche. La recherche, si on savait tout sur tout, on n'aurait plus besoin de recherche, ce serait bien embêtant. Heureusement qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Vous sauriez tout, vous sauriez l'heure de votre mort, vous sauriez tout. Ce serait embêtant, quoi. Heureusement qu'il y a des surprises dans la vie, heureusement qu'on apprend, qu'on progresse. Et donc, il y a des théories, et puis c'est faux, et il ne faut pas en vouloir. Alors, bien sûr, le gars qui propage des thèses délibérément fausses parce que ça sert son petit agenda ou son idéologie, non, ça on ne veut pas, évidemment. La Terre, elle est ronde, il ne faut pas revenir avec l'idée que la Terre, elle est plate. Et en fait, les singes, c'est nos cousins, quoi. Ça, il ne faut pas contester. Mais qu'on puisse remettre en question la théorie, oui. Donc, la théorie économique, elle a son utilité et par essai-erreur, elle nous amène dans la bonne direction. Ok, super. Et une dernière question sur les théories économiques. Est-ce que vous pensez que l'homme a trop cru que l'économie allait régler tous les problèmes dans le monde? Alors, il y a certainement une dérive économiciste, c'est-à-dire que l'on raisonne trop en termes économiques. Je vois par exemple en matière environnementale, je pense que la première chose qu'il nous faudrait faire, c'est convaincre les gens que c'est pas éthique de prendre un avion pour faire un enterrement d'une jeune fille ou de jeune homme à Budapest, ou que c'est pas bien d'aller en vacances à la Martinique ou à la République dominicaine ou à l'île Maurice. Voilà, c'est juste pas bien de faire ça.
point barre, quoi. Et une manière autre de le faire, c'est de dire on va taxer, on va. Mais donc il y a des arguments, des stratégies économiques. Mais donc il ne faut pas tout ramener à l'économie. Et l'économie telle qu'elle a été appliquée, il ne faut pas faire le procès pour autant des économistes, mais le consumérisme est certainement pour partie responsable. Quand vous êtes en vacances, vous aimez bien poster une photo de vous sur un chouette endroit. Ouais, mais quand vous postez une photo de vous sur un chouette endroit, vous faites baver les autres et vous donnez aux autres d'avoir envie aussi Ouais, ils ont de aussi faire la envie même de- chose, voire de faire plus. Vous, une chouette photo de vous à Paris, eux, ils vont poster une chouette photo d'eux à Venise. T'es à Venise, moi je vais aller à Istanbul. T'es à Istanbul, moi je vais aller à Phuket, quoi. Et puis on termine avec des gens qui pensent que il faut aller passer ses vacances à Phuket. Mais quel est l'esprit qui peut penser que d'aller à Phuket a du sens, quoi. Bon, mais malheureusement, il y a des gens qui le font, oui.